Professeur Philippe Broucky, comment en êtes-vous venu à prescrire ces traitements dans la tuberculose? Écoutez, si vous voulez, les premiers patients qu'on a vus à prendre en charge pour ces tuberculoses multirésistantes, on va dire, on les a vus en 2013. J'étais alors chef de service au CHU Nord à l'époque. Et on a vu venir des patients, effectivement, avec des résistances très importantes au traitement de la tuberculose. Et on a commencé à les traiter. Et parmi, si vous voulez, les premiers problèmes qu'on a eus, plus que la résistance, c'est des problèmes de toxicité très très importantes sur les médicaments qui nous restaient à disposition. Finalement, pour traiter ces patientes, je me souviens d'ailleurs d'une patiente à qui on avait été obligé de prescrire du linezolide, puisque c'était la mode, ça faisait partie des traitements alternatifs à l'époque, qui sont devenus maintenant des traitements assez communs pour la tuberculose multirésistante. Et ce linezolide avait fait une neuropathie extrêmement importante chez une jeune femme. Et on a eu beaucoup de problèmes à utiliser les molécules qui nous restaient. Et la problématique, en fait, à cette époque, c'était pas tellement la multirésistance, c'était les effets indésirables des médicaments qui nous restaient à disposition pour traiter ces malades. C'est ça qui était très très important. Et d'ailleurs, on avait vu dans l'époque la littérature rapporter ça, avec effectivement des pourcentages non négligeables de 30 à 40% d'arrêt de traitement liés à l'intolérance proprement parlée de ces molécules. Donc ça, c'était le tout début. Et donc la priorité, si vous voulez, pour ces patients que nous avions, qui étaient en danger de mort, puisqu'en pratique, on a même eu des tauto-résistances, c'est-à-dire des gens qui n'avaient plus aucun antibiotique mis à disposition. Et il a fallu chercher des alternatives. Et parmi ces alternatives, eh bien, Michel Drampour vous en parlera. On a essayé d'en discuter un petit peu et de savoir qu'est-ce qui pouvait remplacer ces médicaments. Et on s'est aperçu que de vieux antibiotiques, effectivement, comme la diazine, etc., étaient efficaces, avaient été rapportés comme efficaces il y a très longtemps contre la tuberculose. C'est comme ça qu'on a publié nos premiers patients, effectivement, qu'on a traités en compassionnel, effectivement, contre ces tuberculoses multirésistantes. Et je dois avouer que de ces patients, aucun n'est mort. D'accord ? Il y a eu un décès chez un patient qui est décédé plus tard d'une pneumonie à pneumocoque, probablement en relation avec, on va dire, les multiples traitements qui lui avaient été donnés, qui avaient détruit complètement sa flore intestinale, et qui a aussi d'ailleurs été rapporté. Donc du coup, devant ces difficultés, on va dire, à traiter ces patients, eh bien, on en a parlé avec Michel Drancourt et on a essayé de trouver des solutions, on va dire, pour avoir des antibiotiques replongés, on va dire, dans les anciens antibiotiques et essayer de trouver des solutions pour ces patients. Professeur Michel Drancourt, pouvez-vous nous dire quelles sont les bases scientifiques qui vous ont poussé à utiliser ces médicaments? Sur quelles données de laboratoire vous êtes-vous basé? Alors bien sûr, comme le disait Philippe Broucky, on n'est pas les seuls à travailler, à essayer de traiter le mieux possible les patients qui sont affectés par une tuberculose pulmonaire résistante qui est, il faut le rappeler, une maladie mortelle, spontanément mortelle si on ne fait rien du tout. Et donc, comme l'a dit Philippe Broucky, eh bien, on a travaillé, comme d'habitude, avant tout en faisant ce qu'on appelle la bibliographie, c'est-à-dire en regardant dans les articles scientifiques, dans les articles médicaux, la connaissance qui a été acquise par les autres équipes dans le monde qui sont confrontées à cette difficulté des tuberculoses résistantes. Et puis, voilà, par exemple, sur cette carte qui a été préparée, figure l'ensemble des travaux qui sont publiés aujourd'hui sur ce sujet, et donc bientôt 5000 personnes dans le monde auront bénéficié de ces types de traitements qui comportent des molécules sur lesquelles je vais revenir. Donc c'est pas le travail qui est fait ici, la prise en charge qui est faite ici, elle n'est pas faite comme dans un village gaulois, elle est faite à l'unisson en réalité des connaissances acquises au fur et à mesure par l'ensemble des équipes confrontées dans le monde. Alors les molécules en question sont des vieilles molécules, comme l'a rappelé Philippe Broucky, les sulfamides. Les sulfamides, c'est les années 30. La première indication des sulfamides, c'était d'ailleurs la tuberculose, en particulier urogénitale. Et les sulfamides, c'est 2 prix Nobel de médecine tout de même, années 30. Et puis l'autre molécule dont on parle, ça s'appelle la clofazimine. La clofazimine, c'est découvert dans les années 1950.
Et donc l'idée, c'est que vous voyez, il s'agit bien de molécules anciennes, et qui dit molécules anciennes, dit tout de suite le fait que non pas qu'elles ne sont pas toxiques du tout, ces molécules, mais qu'on connaît très très bien le profil de toxicité de ces molécules, parce que des dizaines de milliers de personnes ont bénéficié de ce type de traitement, en particulier au cours des 30-40 dernières années dans le traitement de la lèpre. Donc c'est ce que j'appelle une toxicité maîtrisée, elle est connue, on sait ce à quoi s'attendre éventuellement, on sait comment corriger la toxicité, on sait arrêter à temps si elle est trop importante. Donc des molécules anciennes que le monde entier est en train de repositionner, comme on dit, repurposing en anglais, des molécules anciennes que le monde entier est en train de repositionner, clofazimine, sulfamide et la pyrazinamide, qui est par ailleurs un antituberculeux classique utilisé dans tous les protocoles. Alors au laboratoire, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien sûr, on est là en support en quelque sorte du diagnostic, et puis on teste la sensibilité des souches, et donc sur ce petit schéma, on voit tout le travail, tout le cheminement des prélèvements cliniques au laboratoire qui nous amène d'une part à diagnostiquer formellement les tuberculoses sensibles et résistantes et à les déclarer. Il faut rappeler qu'il s'agit d'une maladie à déclaration obligatoire de nos laboratoires, de nos équipes cliniques. Nous déclarons auprès de l'agence régionale de santé, plus précisément le médecin de l'agence régionale de santé, et toutes ces notifications remontent au niveau national et au niveau international, ce qui permet à l'OMS d'avoir des données relativement fiables sur ce qui se passe en matière de tuberculose sensible, résistante et de traitement dans le monde, et d'ajuster ces recommandations dans lesquelles nous sommes parfaitement inscrits jusqu'à présent. Puis donc on réalise des antibiogrammes, en voici un exemple. Et un antibiogramme, c'est quoi? Eh bien, c'est mettre le microbe de la tuberculose en contact avec des antibiotiques et de regarder si ce microbe il continue à pousser ou pas, à cultiver ou pas dans nos milieux. Et donc vous voyez là ce qu'on appelle un témoin de croissance, des microbes de la tuberculose sans antibiotiques qui poussent très bien, provoquant cette magnifique colonie jaune, et puis en présence de pyrazinamide, de clofazimine par exemple, il n'y a plus de croissance du microbe de la tuberculose, qui indique qu'à la concentration de clofazimine que j'ai introduit volontairement dans mon milieu de culture, ce microbe est inhibé effectivement, ce qui laisse supposer que chez le patient, bien entendu, le médicament clofazimine sera efficace. Le dernier point, c'est que depuis maintenant plusieurs années, encore une fois à l'unisson de toutes les recommandations internationales, nous séquençons toutes les souches, c'est-à-dire que nous décomposons base à base les 5 millions de bases qui constituent la mémoire génétique de chacun de ces microbes de la tuberculose. Et à travers cette connaissance du génome, nous pouvons décrypter également la possibilité de sensibilité, de résistance. Donc vous voyez, on a un peu deux approches pour dire au laboratoire qu'un microbe de la tuberculose est sensible à la clofazimine, résistant à la clofazimine, la sulfamide, et ainsi de suite. Et actuellement, le taux de résistance est absolument négligeable, et bien entendu, cet antibiogramme guide absolument les propositions thérapeutiques qui sont faites par les praticiens, et donc ce type d'antibiogramme est disponible dès qu'il est réalisé au laboratoire sur les écrans d'ordinateur dans les services cliniques du professeur Lavieille, du professeur Brouki, et en voici un exemple. Puis le dernier point donc, qui est important dans ce sujet actuellement, c'est que finalement cette résistance, on comprend collectivement que la résistance de la tuberculose, elle est liée essentiellement au fait que les patients vont avoir des difficultés à suivre les traitements qui leur sont proposés. Ces difficultés, elles sont liées à deux choses. D'une part, au fait que la plupart des médicaments utilisés en deuxième ligne, le professeur Brouki a évoqué l'inozéolide, c'est comme ça qu'il était administré initialement, sont administrés sous forme de perfusion, ce qui n'est pas tenable très longtemps et ce qui occasionne des complications, on sait bien, les septicémies sur cathéter, c'est un point extrêmement important. Et puis, d'autre part, en dehors de ça, la toxicité et la durée de traitement. Et donc le mouvement actuel, c'est évidemment de réfléchir à raccourcir le plus possible la durée du traitement de la tuberculose, y compris pour les tuberculoses sensibles. Professeur Philippe Brouki, pouvez-vous nous parler des 2 projets de recherche qui ont été déposés et refusés par la NSM ? Alors oui, puisque c'est le cœur du sujet, donc la question qui est venue, et qui était une question de recherche, qui n'est plus du soin, mais qui est vraiment une question de recherche, c'est peut-on raccourcir le traitement de la tuberculose, comme vous l'a dit Michel Drancourt. Alors, d'abord, avant de proprement parler des essais, je voudrais faire un petit point, si vous voulez, sur qui parle. Et ça, je pense que c'est important de le savoir, parce que si vous regardez, si vous voulez,
compétence d'expert de Michel Drancourt et de moi-même, que vous trouverez là-dessus, et la compétence des experts, des gens qui ont revu les dossiers à la NSM, vous allez voir qu'on ne parle pas du même sujet, d'accord ? En particulier quand vous regarderez sur ce schéma la compétence d'experts en mycobactériologie, proprement parlé, en France, vous verrez que Michel Drancourt est le deuxième en France. Si vous voulez, on ne peut pas, si vous voulez, faire juger ou apprécier, expertiser un dossier par des gens qui n'ont pas de connaissance du tout du sujet. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Il faudra peut-être qu'on se mette on s'aperçoive que pour juger de projets comme ça, il faut des experts qui soient des experts de haut niveau. Donc ça, c'était le premier sujet sur lequel je voulais intervenir par rapport à ces deux projets que nous avons posés. La deuxième chose, il faut parler effectivement de l'AMM et du hors AMM, puisqu'il va être sujet. La problématique posée par cet essai, c'est qu'on utilise des médicaments qui sont des médicaments pour lesquels certains sont effectivement carrément hors AMM. On le voit bien, la clofazimine, par exemple, est un produit qui est recommandé pour la lèpre et qui n'a pas d'AMM proprement parlé pour la tuberculose, bien qu'on vienne de dire que c'est un des médicaments essentiels dans la tuberculose maintenant, et en particulier dans la tuberculose résistante, et que c'est un médicament essentiel dans le raccourcissement du traitement. Et vous voyez que ce médicament-là, lui, pour peu, l'AMM, c'est effectivement la lèpre. Mais il y a d'autres médicaments, et singulièrement, par exemple, la diazine, dont on parle beaucoup, pour lequel ce médicament est indiqué dans le traitement de la prévention et certaines infections à germes sensibles. C'est ça son AMM. Donc, ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous avez un antibiogramme et que vous montrez que le germe est sensible, vous avez parfaitement le droit de prescrire cet antibiotique. On pourrait même considérer que cet antibiotique est prescrit dans l'AMM pour la tuberculose, à condition que vous puissiez montrer effectivement que le bacille de Koch effectivement est sensible à la diazine. Ce que nous avons fait d'ailleurs au laboratoire, comme vous l'a dit tout à l'heure Michel Drancourt. Donc on s'est retrouvé devant une question de recherche et des médicaments pour lesquels certains, on pouvait les considérer dans l'AMM, certains, on pouvait les considérer hors AMM. Et donc il a été très très compliqué, si vous voulez, là-dedans, de se positionner, à savoir s'il fallait demander un projet de recherche qu'on appelle de type 1, qui concerne tous les médicaments qui n'ont soit pas d'AMM, soit les médicaments nouveaux, ou un projet de recherche de type 2 qui concerne effectivement des médicaments d'usage courant. Et ça a déjà été un grand débat. Il a été finalement considéré à un moment donné par l'assistance publique qui a été promoteur, enfin qui a porté le projet, le premier projet, qu'il fallait le présenter sous un projet de recherche concernant la personne humaine de type 1, ce qui nécessite une autorisation de la NSM. Et c'est comme ça, finalement, que nous sommes arrivés à déposer un projet par l'intermédiaire de la direction de la recherche de l'assistance publique hôpitaux de Marseille à la NSM. Donc vous allez voir ici, vous verrez bien effectivement on va dire le chronogramme de ces dépôts de projet. Et vous allez remarquer très rapidement que nous avons donc déposé d'abord un essai clinique randomisé en double aveugle qui a été déposé le 15 décembre 2016 donc, à l'assistance publique hôpitaux de Marseille, pour lequel nous avons un retour du conseil scientifique qui va nous dire que le coût est élevé parce que c'est de l'aveugle. Donc on a levé l'aveugle, on a reproposé un essai clinique randomisé ouvert cette fois-ci, pour lequel nous avons eu un premier avis du conseil scientifique de l'assistance publique hôpitaux de Marseille qui disait c'est parfait. Puis ce dossier est parti à la NSM. En même temps, il est parti au CPP. Et le CPP a mis un peu de temps pour répondre. Alors, ce n'est pas trop notre faute parce que ça dépend effectivement de quand il a été soumis. Et en fait, finalement, 3 ans après, c'est-à-dire le 15 décembre 2016 au 26 septembre 2019, comme vous le voyez ici, on a retiré notre projet parce que l'ANSM n'a pas validé ce projet, alors qu'on avait eu un avis favorable du CPP le 7 décembre 2019. Donc il a fallu 3 ans pour pouvoir effectivement essayer de faire ce projet qui, à la fin, n'a pas été validé donc, par l'ANSM. Et donc, nous n'avons pas fait le projet parce qu'il n'était pas validé par l'ANSM. Ceci étant dit, cette question était une question extrêmement importante. Et comme vous l'a dit Michel Drancourt,
dans le monde entier, on était en train d'essayer de développer des essais pour répondre à cette question du raccourcissement du traitement de la tuberculose. Et donc, on a réessayé une deuxième fois de reproposer un projet à peu près identique, qui était un essai clinique non randomisé avec un seul bras. Et donc, il a été déposé au CPP Est de Dijon, qui a validé ce projet. Donc, il y a eu une deuxième validation donc, de ce projet. Et la NSM a enfin mis des réserves, puis finalement refusé ce projet le 21 décembre 2020. Donc voilà l'histoire chronologique finalement de ces deux dossiers qui sont toujours sur la faisabilité d'un traitement court sur la tuberculose pulmonaire et donc les refus de la NSM. Il faut dire que si on regarde de près les motifs de refus de la NSM, certaines questions sont quand même des questions qui sont hors du monde, hein, qui sont vraiment extrêmement spéciales. Et donc, du coup, n'ayant pas eu ces autorisations, eh bien, il n'y a pas eu d'essai. C'est-à-dire qu'on n'a pas inclus de patients dans le cadre de ce projet. Professeur Jean-Christophe Lagier, pouvez-vous nous parler des patients qui ont été traités en dehors de tout projet de recherche, comme l'a dit le professeur Brocchi, dans le pôle de maladies infectieuses? Bien sûr. Entre 2007 et 2021, 113 patients atteints d'une tuberculose pulmonaire à Mycobacterium tuberculosis ont été pris en charge à l'IHU. Parmi ces 113 personnes, 96 avaient eu un traitement dit conventionnel. Parmi ces 96 personnes, 13 personnes sont décédées. Il y a par ailleurs 17 patients qui ont été traités à un moment ou à un autre de leur histoire clinique par l'association médicamenteuse dont on parle. À chaque fois, il y a eu des réunions de concertation pluridisciplinaires afin de décider de la mise en place de ces traitements. Parmi ces 17 patients, 13 patients avaient une tuberculose résistante, dont on vous a parlé précédemment. Ils ont eu d'ailleurs dans leur histoire clinique, pour la plupart, différentes lignes thérapeutiques. On peut citer à titre d'exemple une patiente qui a été prise en charge chez nous avec ce protocole durant les 6 premiers mois, sans effet secondaire particulier, avec une bonne réponse clinique et biologique, qui ensuite, à l'occasion d'une prise en charge dans un autre centre, a bénéficié des traitements dits de première ligne. Ceux-là se sont soldés par la nécessité d'arrêter 3 lignes thérapeutiques pour des raisons d'effets secondaires. Cela illustre la difficulté de traiter ces patients sur le long cours. À côté de ces 13 malades, 4 ont été traités alors qu'ils avaient une tuberculose sensible, de quelques jours à plusieurs mois, par cette association thérapeutique. 3 patients ont ensuite été relayés par traitement conventionnel. Un seul patient a été traité pendant plus de 6 mois par cette association. Pour ces 4 malades, la décision, là encore, a été prise de façon individualisée, après concertation pluridisciplinaire, et ce en raison d'antécédents de tuberculose, d'histoire clinique, laissant suspecter une inobservance, qui a poussé les cliniciens qui s'en occupaient à décider cette prise en charge thérapeutique. Sur ces 17 patients qui ont eu à un moment ou à un autre dans leur traitement ces médicaments, un seul est décédé, il était malheureusement atteint d'une pathologie chronique grave. Enfin, une dernière précision, aucun traitement comprenant ces molécules n'a été instauré depuis la date de refus par la NSM. Professeur Philippe Brocchi, en conclusion, quelle est votre réaction par rapport à ces, entre guillemets, révélations de Mediapart? D'abord, très honnêtement, les patients qui en sont décrits finalement dans cet article sont des patients qui ont été traités. Il n'y a aucun patient qui a été inclus dans un projet de recherche, comme on vous l'a dit et on vous l'a expliqué. C'est des patients qui ont été traités pour du soin, d'accord, pour du soin de maladie, dans des conditions effectivement où on traite normalement des malades, parfois avec des médicaments qui ont une AMM, parfois avec des médicaments qui sont hors AMM, en respectant les conditions effectivement dès l'utilisation de ces médicaments hors AMM. Et finalement, il n'y a jamais eu de recherche, il n'y a jamais eu aucun patient qui n'a été inclus après les refus effectivement de la NSM.
Malheureusement, on a quelques complications. C'est les complications qui sont liées aux soins, comme quand on soigne n'importe quel malade, de temps en temps. Malheureusement, il y a des complications. Heureusement, celles-ci n'ont pas été des complications qui ont amené à un décès de patient, si vous voulez. Mais bon, ça arrive. Tous les médicaments amènent des complications. C'est la problématique de la médecine. Par contre, ce que moi me pose beaucoup plus de problèmes, si vous voulez, c'est la fuite de dossiers médicaux vers effectivement les médias, si vous voulez, qui fait que on ne peut plus garantir à l'intérieur de notre établissement, si vous voulez, le secret médical, le secret professionnel. Et ça, c'est quelque chose de très très grave. Et on a demandé, et j'ai demandé effectivement, à ce qu'une enquête soit faite pour qu'on puisse trouver les gens qui ont fait fuir des dossiers médicaux à la presse. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Ça veut dire qu'on n'est plus à l'abri, finalement, du secret professionnel en venant se faire hospitaliser ici. Et ça, c'est très, très grave.